Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie et je suis honorée car je reçois l'un des pionniers de la relation à l'argent sur toute la francophonie. C'est un ancien conseiller financier qui, pendant plus de 20 ans, a œuvré dans une banque internationale. Puis, en 2010, il a décidé de quitter ce monde pour se consacrer pleinement à l'accompagnement humain. Coach certifié, formé à la CNV et à des approches systémiques, je le décrirais comme un passeur, comme quelqu'un qui ne cherchait pas forcément à convaincre, mais plutôt à nous faire réfléchir. Et aujourd'hui, il intervient dans différentes entreprises ou associations professionnelles pour justement parler de relations à l'argent à travers toute la francophonie. Il s'agit de Christian Junot et il aborde l'argent avec une bienveillance désarmante selon moi, comme un miroir de notre propre relation à nous-mêmes. Il rejette les approches culpabilisantes ou purement techniques et milite pour une vision plus humaine, plus intime et décomplexée de l'argent. Sa posture, moins de recettes et plus de prise de conscience. Il est aussi l'auteur de quelques ouvrages à succès dont le fameux Ce que l'argent dit de vous, qui a été pour moi une révélation, mais il est aussi co-auteur de d'autres livres comme Enfin libre d'être soi-même avec Evelyne Faniel ou encore Le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent avec Lilou Massé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'accueillir sur ce podcast. J'en suis honorée et je vais lui laisser la parole. Bonjour Christian, comment vas-tu? Bonjour Eleonore, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vais très bien, je te remercie. Toi aussi, ça a l'air en tout cas. Oui, ça va bien de mon côté. Bon, tant mieux. Oui. Peut-être juste deux précisions de ce que tu as partagé. La première, c'est que mon dernier livre est sorti pour les adolescents, ça s'appelle Et si on parlait cash, parce qu'il y a beaucoup Mmh. d'adolescents qui se questionnent déjà sur les questions d'argent aussi. Et puis peut-être aussi, c'est qu'en 2010, la vie m'a amené un coup de pouce. En fait, suite à la crise subprime, j'étais licencié en 2009. Et c'est suite à ça, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit d'accompagner les êtres humains. Et si j'ai pu le faire, c'est que j'avais déjà pu atténuer, je dirais, une bonne partie de mes peurs, parce que j'avais beaucoup de peur avec l'argent, même que j'étais très bien payé. Donc, en travaillant dans une banque, tu avais des peurs en lien avec l'argent. Oui, C'est assez étonnant quand même. oui, oui, et puis aujourd'hui, j'aurais envie de dire oui et non, tu sais, parce que les banquiers ne s'intéressent absolument pas à leur rapport à l'argent. Je suis intervenu il y a 2 semaines pour les clients d'une banque, mais ça fait des années que c'est plus arrivé. Je pense que j'ai fait 5 interventions en milieu financier en 15 ans, donc autant ne dire rien du tout, tu vois. C'est un thème où on Mmh. est confronté à ça tout le temps, mais dans ce milieu-là, on ne s'y intéresse pas. Donc je pense qu'il y a plein de banquiers qui ont des problèmes avec l'argent. Ouais. OK, c'est intéressant à savoir et j'avais lu
quelque part que tu disais que 90 de notre relation, elle était inconsciente et qu'on avait des schémas en nous. Mais comment c'est possible, en fait, qu'on ne s'en rende pas compte que qu'on reproduit finalement ce dont on a hérité? Bah, si tu veux, la première problématique, c'est le fait que l'argent soit un sujet aussi tabou que cela. Or, il l'est particulièrement en francophonie, il l'est encore plus en France, même s'il l'est également en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et au Québec, c'est là les endroits où j'interviens le plus, à part la France. Mmh. Mais si tu veux, quand un sujet est tabou, ça veut dire qu'on n'en parle pas, et moins on en parle, plus il prend de place dans nos vies. Donc, si tu veux, le fait qu'on s'y intéresse pas vraiment, qu'on prenne pas les choses, on va pas au fond des choses quelque part, eh ben, on passe à côté de plein de fonctionnements, de schémas. Et moi, le premier, tu sais, moi, j'ai eu peur de manquer pendant des dizaines d'années. Je n'étais absolument pas conscient de ça, alors que la peur était le moteur de tellement de mes actions, je ne le voyais même pas. Mmh. Mmh. Et quelles étaient les peurs que toi enfin si c'est pas trop intime, que toi tu avais, à l'époque en fait, la plus grosse en fait, si tu t'en rappelles aujourd'hui? Alors, si tu veux, alors, si je regarde vraiment en lien avec l'argent, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, c'est de très très loin la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Alors, vraiment de très loin. Mmh, Et ce mmh, qui est important, mmh. c'est de savoir que la peur de manquer, elle touche autant les multimillionnaires que les gens surendettés. Ça ne change rien. Le niveau d'argent ne change rien au fait d'avoir peur de manquer. C'est ça qui est fascinant et qui montre à quel point nos comportements ou nos émotions avec l'argent peuvent être très irrationnels. Et si tu veux, chez moi, tout ça, c'était en lien avec un manque d'estime de moi, très clair. Pourtant, j'ai fait des études Mmh. universitaires et tout. J'avais sur le papier, je veux dire, tout pour réussir, mais intérieurement, j'étais comme très vide, très, très Mmh. insécure, avec un regard Mmh. négatif sur moi-même. Donc, tout ça avait une incidence sur ma manière d'appréhender la vie, de me donner au pas de la valeur, etc., tu vois, de me faire confiance simplement. Et effectivement, donc il y avait une grande insécurité intérieure en moi dont j'étais pas Mmh. conscient et pourtant qui influençait beaucoup ma vie. OK, je comprends. Je comprends. Tu sais, j'aurais pas forcément pensé, parce que tu parlais de multimillionnaires, tu parlais aussi d'en francophonie, de même la Suisse, tu vois? Moi, j'ai plutôt une image positive, de ce pays, par exemple, en lien avec l'argent, Mmh. hem mais j'aurais pas pensé que derrière, il y aurait quand même eu des gens qui auraient eu des schémas, enfin la peur de manquer, par exemple, OK, OK. Si tu veux, en Suisse, au Japon aussi, mais le Japon, je peux pas parler, je connais pas. Nous Mmh. sommes les champions de la prévoyance. Autrement dit, on prévoit les choses à l'avance pour un futur qui arrivera ou pas, on ne le sait pas, hein, voilà. Et si tu veux, le problème, c'est pas de faire de la prévoyance. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont beaucoup dans la prévoyance le font à partir de la peur. J'ai peur de ce qui Mmh. peut m'arriver, si tu veux, et je donne souvent l'exemple. Tu prends le monde des assurances, il y a des fois de nouvelles assurances qui sortent. Les premiers qui se précipitent sur les nouvelles assurances, c'est pas les gens qui ont confiance en la vie, c'est les gens qui ont peur. Et c'est pas parce que je prends une assurance que je n'ai plus peur. C'est pas parce que je prends une assurance vie que je n'ai plus peur de mourir. C'est pas parce que je prends une assurance vol que j'ai plus peur de me faire voler, tu vois. Donc, si Mmh. tu veux, les gens cherchent des solutions à l'extérieur plutôt que d'aller voir quel est le capharnaüm qu'il peut y avoir en soi et qui mérite de remettre un peu d'ordre en quelque sorte. Mmh. Mais du coup, comment on fait puisque aujourd'hui, on le voit, le contexte actuel est de plus en plus instable. Il y a, de partout moi, je me sens sereine, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et il y a, ce contexte de potentielle, 3 guerre où, en ce moment, il y a des taxations de partout. Enfin, il y a des jeux de pouvoir tout simplement, qui sont bien visibles et comment on fait pour, aujourd'hui apaiser dans ce contexte-là, quand les gens peuvent se dire: «Ben, je sais même pas si j'aurai un futur, mais en même temps, il faut que je sécurise le peu que j'ai». Enfin, comment on fait en fait, Ben, si tu veux, l'être humain, par définition, n'aime pas l'incertitude. Heu et pourtant, la vie, ce n'est que de l'incertitude. Parce que même si j'ai un bon job, même si je suis marié, même si j'ai des enfants, je ne sais pas si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout se passera bien, si j'ai pas de mes enfants qui tombera malade, si je serai pas divorcé, si j'aurai pas perdu mon job, je ne sais pas. Je peux me faire les films que je veux, je ne sais pas. Donc si tu veux,
l'être humain n'aime pas l'incertitude et l'incertitude renvoie souvent à une forme d'insécurité. Et c'est pour ça que cette agitation qu'on voit actuellement, et actuellement elle est plutôt, je dirais, ces changements, ces bouleversements s'accélèrent, sont en augmentation, et c'est comme si, d'une certaine manière, ça venait nous faire une sorte d'effet miroir de dire, OK, est-ce que le calme en toi, il existe ou pas? S'il existe, eh ben, on peut y revenir de temps en temps à un endroit à l'intérieur où c'est plus tranquille, quelles que soient les conditions extérieures. Pour ceux qui n'ont pas accès à ce calme, et ce calme, c'est juste de faire quelques exercices de respiration, ça peut être faire de la méditation, ça peut être d'aller marcher dans la nature. Enfin, tu vois, si on n'a pas accès à cet endroit-là, on est dans de l'agitation mentale permanente. Si en plus on commence à regarder les médias qui nous annoncent que des mauvaises nouvelles, ça rajoute une couche. Et je trouve que vraiment cette période, elle fait vraiment le tri entre ceux qui ont la capacité à revenir à ce que j'appelle mes contrôlables. Mes contrôlables, c'est quoi? C'est là où j'ai du contrôle. Mais moi, la première chose que j'ai du contrôle, c'est mon état intérieur. C'est-à-dire que si je Mhm. vois de l'agitation, eh ben, je vais prendre le temps de m'arrêter et de m'occuper de calmer à l'intérieur. Alors qu'il y a trop de gens qui s'agitent sur le non contrôlable. Qu'est-ce que vont Mhm. faire Macron, Trump, Poutine, van der Leyen, je ne sais pas quoi? On n'en sait rien, on n'a aucune influence là-dessus. Par contre, Mhm. comment je vis les événements qui arrivent dans ma vie, et aujourd'hui dans ma vie, je ne suis absolument pas touché par les fameuses taxes dont on parle pour l'instant, hein. Ça viendra peut-être, mais peut-être effectivement je Mhm. peux être touché parce que j'ai plus ou moins de clients, qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc c'est vraiment à nous de réapprendre, savoir là où j'ai du contrôle, je m'en occupe, là où j'ai pas de contrôle, je lâche prise et que je mets mon énergie au bon endroit. Mhm. Ok, je vois, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ça me pose la question de par où on commence, puisque dans ton livre, j'avais lu qu'on avait certains profils qui sont connus, notamment si on a lu La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Et vraiment, c'est un très bel exemple. Bravo pour ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit absolument connaître ces profils, ces carences, justement pour pouvoir travailler dessus, les transformer? Par où on commence en fait, selon toi? Bah, si tu veux, on ne s'occupe de quelque chose que dès le moment où on sait qu'il existe. Autrement dit, tu vois, quand on disait tout à l'heure, je disais le rapport à l'argent est tabou. Je pense que Mhm, 90% des gens ne savent même pas qu'ils ont un rapport à l'argent, donc ils ne vont pas s'en occuper puisqu'ils ne savent pas que ça existe. C'est absolument logique. Moi, pendant longtemps, je ne me suis pas occupé de ma peur de manquer puisque je ne la voyais même pas. Donc, si tu veux, mhm, ça commence toujours par, je mets des guillemets, une sorte d'éveil de conscience, tout à coup d'une prise de conscience que dit, ah, ce thème-là est quand même sensible. Ah ouais, là je vois que j'ai des peurs, là, j'ai de l'agitation, là je vois que je dépense mon argent n'importe comment, au contraire je retiens mon argent, j'ose pas l'utiliser. Enfin, tout à coup ça commence par de l'observation, et l'observation de mes comportements, l'observation de mes états intérieurs, l'observation de mes interactions avec d'autres. Alors, dès qu'il s'agit d'argent, pour reprendre ce thème-là, me fait voir qu'il y a peut-être quand même des endroits où c'est pas si simple que ça. Je n'arrive pas à valoriser comme il faut ce que je fais, demander une augmentation de salaire, etc. Alors que j'aurais bien envie, tu vois. Donc, ce sont ces observations qui nous montrent que le sujet n'est peut-être pas si facile et que ça vaut la peine de s'y intéresser. Et seulement après, effectivement, on peut aller un peu plus loin. Tu parles des trois mouvements. Moi, j'ai la chance de connaître Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là des années 80-90. Et Peter a défini ces trois mouvements. Moi, j'ai donné des noms. Mais effectivement, de voir que nos comportements avec l'argent vont dépendre de ce que nous projetons sur l'argent. C'est-à-dire que nous voyons rarement l'argent pour quelque chose de neutre. Soit on le voit comme positif, l'argent représente la sécurité, la liberté, le bonheur, le confort de vie, le symbole de ma réussite, pour prendre quelques exemples que j'entends souvent. Puis pour d'autres, l'argent représente une source d'injustice, représente quelque chose de sale, est une source de conflit ou la cause des problèmes dans le monde. Enfin, d'autres ont une vision clairement négative sur l'argent. Et puis il y a certains qui ont et de l'un et l'autre, qui est et une vision positive et une vision négative. Et en fonction de ce qu'on projette, autrement dit ce qu'on vient coller sur l'argent, nos comportements avec l'argent seront très différents. Si je vois l'argent comme quelque chose de négatif, j'ai pas envie de m'intéresser à l'argent. J'ai pas envie de faire des efforts pour des questions d'argent. Alors que si je vois l'argent comme positif, j'ai envie de m'intéresser à l'argent, j'ai envie d'attirer plus d'argent à moi. Donc tu vois, déjà juste de voir qu'est-ce que j'ai tendance à coller ou à associer à l'argent, ça va déjà me donner des indications précieuses. OK. Et est-ce qu'il y a des profils qui sont meilleurs que d'autres?
Alors, je dirais dans les trois profils que j'ai décrits, je dirais il n'y en a aucun qui est franchement un bon, enfin, je veux dire comme ça, il n'y en a aucun qui est le profil idéal euh, Mhm, vers lequel on peut aller, mais simplement l'écureuil qui a tendance à vouloir plutôt accumuler de l'argent parce qu'il projette quelque chose mhm, de positif sur l'argent. Il y a une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure de ma vie, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai réussi, ou plus j'aurai d'argent, plus je serai heureux, pour prendre cet exemple-là. Donc il y a une mhm, croyance positive en lien avec l'argent, mais le problème, si tu veux, c'est que ça cache une peur. Ça cache une peur, c'est que ceux qui recherchent la sécurité à travers l'argent, c'est parce qu'intérieurement, ils sont insécures. Ceux qui recherchent la mhm, liberté sur l'argent, intérieurement, ils ont des prisons. On a tous des prisons, mais plus ou moins grandes, si tu veux. Ceux qui recherchent, mhm, la réussite à travers l'argent, c'est qu'ils n'arrivent pas à se voir comme une réussite pour qui ils sont. Je vais chercher ma mhm, réussite à l'extérieur, une belle voiture, un beau job, un beau chiffre d'affaires. Et si tu veux, de chacune de ces situations, on court à l'extérieur après quelque chose, en général de l'argent, sans savoir que ce qu'on veut à travers de l'argent, c'est pas de l'argent, c'est de la sécurité, c'est de la liberté, c'est de la réussite. Et c'est pour ça que moi, mon job, c'est de permettre aux personnes de revenir à l'intérieur, de retrouver la sécurité en eux, la liberté d'être ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes et de s'autoriser à faire ce qu'ils sentent qui est juste, que ça plaise ou pas, d'aller se mhm, donner de la valeur plutôt que chercher sa valeur à l'extérieur. Donc, tu vois, ce qu'on a collé sur l'argent, je dis, on va voir l'argent pour ce qu'il est et on va arrêter de nous faire croire que l'argent sera un symbole de quelque chose qui ne pourra jamais être, puisque même les multimillionnaires ont peur de moquer. Donc, si même des millions ne suffisent pas pour être tranquille intérieurement avec l'argent, ça montre bien que c'est pas une histoire d'argent, que ça se passe à un autre niveau. mhm. Ouais, même des multimillionnaires, on n'aurait Même jamais des pensé. milliardaires, je peux te dire aussi. Oui. Ah oui, mais comment c'est possible? Enfin, je comprends ce que tu dis, mais je me dis, mais comment c'est possible? Si on, enfin, selon l'échelle du monde qui est axé, enfin, qui est enfin, guidé par le capitalisme, si tu as plus d'argent, tu es censé te sentir bien, normalement, entre Alors, guillemets. ça dépend ce que tu appelles de sentir bien, tu vois, peut-être serait que ça la question. Pour moi, alors moi, j'ai déjà commencé le travail, mais pour moi, me sentir bien, c'est être libre dans mon organisation. Ça, c'est important pour moi de pouvoir choisir où est-ce que j'ai envie d'aller, à quel moment je travaille, et cetera. Ne pas avoir de contraintes, financières dans le sens où j'ai pas à choisir entre payer mon loyer et me faire plaisir. Mhm, Tu vois? C'est important pour moi. mhm. Hem Et ça, c'est important depuis que je suis toute petite. J'ai toujours dit, «Je veux avoir plus d'argent que ce qu'il me faut», dans le sens où, OK, il faut payer les impôts, il y a pas de souci, mais je veux pas, choisir entre, il faut juste payer les impôts ou m'acheter une robe. Je disais ça quand j'avais 14 ans. Donc voilà, c'est plutôt ça. Pour moi, se sentir bien, c'est se sentir bien dans sa tête, se sentir bien émotionnellement Mhm. et financièrement, matériellement, bah, c'est se dire: «Bah, en fait, si j'ai envie de le faire, je peux le faire», tout en respectant la loi, bien évidemment. Mhm. Donc c'est plutôt ça, pour moi. D'accord, ok. Non, je trouve que c'est important de se poser cette question-là parce que tu vois, quand on dit se sentir bien, si on prend l'aspect financier, de se dire que si on a de l'argent, qu'on n'a pas à devoir se préoccuper d'histoire d'argent pour payer ses fins de mois, etc., ça amène normalement une forme de tranquillité d'esprit. Je dis normalement. Mmh. Mais au fond, ce n'est pas le cas pour ce temps de personnes parce qu'ils vont être préoccupés par comment je vais placer mon argent. Puis une fois qu'ils placent leur Ah, argent, ils vont être préoccupés par les cours en bourse. Ouh là là, en ce moment, les cours en bourse baissent. J'ai vu des personnes ne plus OK, dormir la nuit quand leur fortune perdait 5% alors qu'ils avaient des millions. Je pense à une personne qui avait 8 millions. Quand il y a 8 millions, qu'il y avait OK. 200 000 de baisse, elle ne dormait plus la nuit alors qu'elle avait bien assez. Tu vois, donc je dis par là, c'est que on peut, en fait, on est capable de se trouver soi-même les sujets de préoccupation. Hein, c'est pas la vie qui nous amène, c'est nous qui nous faisons une histoire. Bon après, je Mmh. peux avoir bien assez d'argent, mais je peux avoir une relation de couple catastrophique. Je peux être en pétard Oui. avec mes enfants, puis je discute pas plus avec eux. Je peux avoir des problèmes de Mmh. santé qui m'amènent beaucoup de préoccupations et j'en connais qui, je peux te dire, échangeraient tout leur argent contre la santé. Donc, tu vois, je veux dire par là, c'est que Mmh. avoir de l'argent, c'est mieux d'avoir de l'argent que de pas en avoir, à choix, à première vue, pour autant qu'on soit détendu avec ça, plutôt que ce soit un sujet de peur, parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils ont de l'argent, ils ont peur de le perdre,
ils ont peur de mal faire et ils ont un nouveau Mmh. problème qu'ils n'avaient pas avant. Tu vois? Moi, je vois Oui. tellement de personnes, au moment où ils héritent de l'argent, ils ont de nouveaux soucis qu'ils n'avaient pas avant. Ça paraît incroyable, mais je l'ai vu tellement de Mmh. fois ce truc-là. C'est pour ça que te dire, encore une fois, c'est notre capacité à trouver le juste détachement avec l'argent. J'y suis pas Mmh. accroché et je ne m'en fous pas de l'argent, mais le juste détachement de dire, ok, c'est super d'en avoir, mais au fond, je sais que j'en ai moins. Ma vie, elle peut être merveilleuse aussi, parce que j'ai des personnes formidables dans mon Mmh. entourage, j'ai une super relation de couple, j'ai une capacité de m'émerveiller devant la beauté de la vie qui ne dépend pas de mon niveau de compte en banque, quoi. Il y a des gens qui ont plein d'argent et qui ne voient même plus ce qui est beau dans la vie, tu vois. OK, je comprends du coup. OK, c'est intéressant et du coup, toi qui as l'habitude d'observer, toutes ces personnes, hein, peu importe, particulier, professionnel, comment on détecte en fait qu'un comportement il est, financièrement sain ou plutôt qu'il semble sain mais qu'il cache une peur? Mm. Est-ce qu'il y a des signes aujourd'hui qui montrent ça? Après, je veux dire, si tu veux, moi, je vois beaucoup de choses chez les personnes parce que c'est presque une déformation professionnelle, tu vois, ça peut être auprès d'amis et autre chose. Mais si je leur disais quelque chose, qui me disent, oh, bah non, ça me parle pas du tout, bah non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Voilà, à un moment donné, et moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, bah non, moi, je suis économe, j'ai aucun problème avec l'argent, j'économise bien, alors que j'étais bourré de peur. Tu vois, par là, c'est que j'ai pas envie de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas parce que ce serait déjà un trop réducteur, mais vraiment pour moi, je parle vraiment encore une fois d'une tranquillité intérieure. Tu vois, comment je peux être tranquille intérieurement, quel que soit le niveau de mon compte en banque, de mon niveau de mon épargne. OK. Tu vois, et c'est vraiment de ça que plus j'ai cette sorte de détachement, de tranquillité d'esprit, de savoir que je pourrais être heureux de plein de manières différentes, que j'ai de l'argent, que j'ai moins d'argent, que je pourrais tout à fait être heureux. Je sais pas si tu connais qui s'appelle Nu et culotté, ça te dit quelque chose? J'ai déjà, vu le nom passer, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu le nom passer Alors, ce sont récemment. deux jeunes, si tu veux, deux gars. Je les ai vus la semaine passée, c'était moi à Béziers pour une conférence. Et, euh, et eux, ils partent nus, vraiment nus, à poil, sur une plage, dans une forêt, et ils ont un objectif, ils n'ont absolument pas d'argent, pas de carte de crédit, rien du tout. Ils ont juste une caméra pour filmer ce qu'ils vont faire, et voilà, et OK. ils partent, ils changent de pays, ils vont là l'autre fois, ils allaient visiter une maison hantée en Grande-Bretagne en partant de je sais pas où en France, avec zéro argent, et ils se débrouillent sans argent. Et tu vois, et ce OK. que je trouve intéressant, Nu et culotté, certains connaissent, allez voir, on trouve des fois un ou deux épisodes sur YouTube, autrement c'est sur France Télévisions qu'on trouve. Euh, et si tu veux, il y a une ingéniosité et eux, ils se sentent parfaitement libres, même sans argent. Parce que ils créent des relations de qualité qui comptent ils voient à quel point les êtres humains aiment se soutenir les uns les autres. Et plutôt que Mmh de mh. penser que chacun doit se débrouiller tout seul, eux, au contraire, ils voient qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de solidarité entre les êtres humains qui existent. Mais je veux dire par là, c'est Mmh. que je dis pas que c'est ce qu'on doit faire. Simplement, je trouve que leurs épisodes sont très intéressants parce que ça vient renverser, ça vient bousculer beaucoup de croyances. OK, OK, je vois. Je vais regarder puisque ça m'intéresse du coup maintenant et mais du coup, est-ce que, tu penses que justement quand on invite, les gens à pacifier leur relation à l'argent, est-ce qu'on peut le faire sans jamais, jamais, jamais parler de stratégie, de chiffres? Est-ce que c'est vraiment possible? Puisque je te dis ça parce que je pense à une catégorie de professionnels, Mmh. que peut-être que tu dois côtoyer aussi, qui est plutôt les thérapeutes, les coachs ou même, je peux même, étendre aux soins, les gens dans la santé, voire l'associatif qui, qui ont une relation plutôt soit spirituelle ou soit sont dans la noblesse de leur travail et donc du coup se disent que c'est déjà bien d'être dans le don et donc du coup, s'en foutent un peu de l'argent quoi, Ouais. tout simplement. Alors, Mmh. moi, c'est un public que je connais très très bien. Je les ai beaucoup dans mes ateliers, d'une part. Alors, si tu veux, effectivement, dans ce public-là, il y a quelque chose souvent de l'ordre de c'est déjà tellement extraordinaire de faire une activité qu'on aime que c'est comme si ça avait Mmh. tellement de valeur que si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ce serait presque indécent, voire obscène, vis-à-vis de ceux qui Mmh. souffrent. C'est comme si je ne souffre pas assez pour mériter beaucoup d'argent. Donc, ça parle déjà d'une croyance limitante. Et c'est vrai que ces personnes-là, en général, ont un peu de difficulté à s'occuper des histoires d'argent, que ce soit sous forme de, je mets des guillemets sur le mot marketing, mais enfin,
faire de la prospection, de la vente, de la comptabilité, de l'administratif. En général, ce sont des choses qu'ils n'aiment pas trop. Dans le milieu de la spiritualité, c'est encore plus le cas. C'est comme si on était au-dessus de ça, si on veut parfois, hein. Donc, pour moi, je différencie la stratégie, parce que je ne pense pas qu'on soit toujours obligé d'avoir de la stratégie. On peut des fois attirer de l'argent et des clients à soi sans stratégie, mais ça demande qu'on vibre, d'une part, qu'on a une vibration très élevée, et d'autre part, qu'on a un tuyau du recevoir qui est bien débouché. Parce que le problème des métiers des soins et autres, c'est que souvent, ce sont des grands sauveurs qui sont tournés vers les autres et qui s'oublient au passage, et leur tuyau du recevoir, et quand je dis recevoir, ça parle d'argent, mais ça parle d'amour, ça parle de compliments, de mots positifs, ça parle de plein de choses, hein. Leur tuyau du recevoir, souvent, il n'est pas bien débouché, donc ça circule pas bien. Eux, ils donnent beaucoup, mais ils sont pas prêts à recevoir beaucoup. Et pour moi, ça OK. c'est au-delà d'une stratégie, ça parle plus d'une posture intérieure inconsciente. Et moi, un de mes jobs, c'est justement d'aller voir les croyances limitantes qui les empêchent de recevoir inconditionnellement tous les cadeaux de la vie, parce que je crois vraiment au profond de moi que la vie nous veut du bien. La vie est prête à nous donner plein d'abondance. L'abondance, c'est largement plus que de la finance, mais c'est aussi de la finance. Mais simplement, c'est nous qui limitons ça, c'est pas les autres. OK, OK, je comprends. J'avais la première partie de la réponse, mais pas la deuxième, c'est bien. Sur la capacité à recevoir, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais oui, ah, j'aime bien, je retiens. C'est top. Mais du coup, tu me parles là d'abondance. C'est un sujet qui pour moi est hyper important puisqu'on se dit souvent, comment se détacher de l'argent sans le rejeter tout en restant dans une dynamique d'abondance. Mhm. Et aujourd'hui, je vois notamment parce que je flirte beaucoup avec la sphère entrepreneuriale aussi, que, il y a beaucoup une confusion entre valeurs personnelles et valeurs financières. D'ailleurs, elle est aussi dans le salariat, hein, c'est pas que l'entrepreneuriat. Et l'abondance aussi est beaucoup reliée dans notre société à l'accumulation Mhm. de richesses matérielles. Et pour toi, est-ce qu'on est sur la bonne voie en fait aujourd'hui? Est-ce que pour toi, l'abondance est nécessairement linéaire, justement? Comment tu vois les choses en fait? Ça m'interroge sur la notion d'abondance dans notre société, surtout dans un environnement où je sens que on est beaucoup plus riche que les générations d'avant, matériellement, Mhm. mais parfois on se sent beaucoup plus pauvre. Et ça, j'arrive pas à me l'expliquer. Oui. Bah, si tu veux, pour moi, il y a souvent une confusion derrière la notion d'abondance. Tu as utilisé le mot toi-même, c'est de l'accumulation. Mhm. Quand accumuler est un but en soi, ça cache inévitablement quelque chose. Quand j'accumule, c'est parce que je veux être plus quoi, c'est quoi que je cherche à travers de l'accumulation. Et pour moi, l'abondance, c'est avant tout un état d'esprit. On a une expression française merveilleuse, hein, qui explique tout, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est-à-dire, autrement dit, tu prends l'exemple des entrepreneurs, on a deux entrepreneurs qui disent, OK, j'ai le même carnet d'adresses, j'ai les mêmes chiffres d'affaires, j'ai le même bénéfice. Un dit, waouh, je suis tellement de gratitude pour ça. Puis l'autre dit, ah non, ça va pas du tout, il me manque des clients, ça va pas. Donc, de la même situation, on peut avoir deux regards diamétralement opposés. Un se sentira dans l'abondance et l'autre se sentira dans la pénurie. Et c'est pour ça que Mhm. pour moi, c'est avant tout une question d'état d'esprit, parce que c'est quel regard je choisis d'avoir sur ma situation, mais également et surtout sur moi. Et c'était, je crois, Wayne Dyer qui avait cette citation. Bon, je ne la connais pas mot à mot, mais le sens est le suivant. Il disait, commencez par apprécier tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. C'est la première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Donc, tu vois, en fait, très souvent, dans l'idée des gens, c'est j'aurai de l'abondance quand il y aura ça sur mon compte en banque, j'aurai ci, j'aurai ça. Enfin, un jour, mais il faudra effectivement plus de choses. Alors que ceux qui sont vraiment dans l'abondance, ils le sentent tout de suite là maintenant, parce qu'il y a une chose qui nous empêche d'être dans l'abondance, c'est ce que j'appelle moi la dictature de la normalité. Qu'est-ce que c'est? C'est que pour les gens, c'est normal d'avoir de l'eau potable, c'est normal d'avoir un téléphone, d'avoir le Wi-Fi, d'avoir l'électricité, d'avoir le gaz, d'avoir un toit pour se protéger du chaud, du froid ou d'un prédateur ou je ne sais quoi. Enfin, toutes ces choses-là sont normales, d'avoir 3 repas par jour. Et pourtant, sur Terre, il y a des milliards, j'ai bien dit des milliards de personnes qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas d'eau C'est vrai. potable, qui n'ont pas 3 repas par jour. Et vraiment, donc non, ce n'est pas normal. Rien que pour ça, on pourrait déjà avoir de la gratitude, tu vois.
Et si tu veux, la Mhm. gratitude, pour moi, c'est vraiment l'instrument de l'esprit d'abondance. Plus je peux être dans la gratitude, dire des merci pour ce que j'ai, voilà, merci d'avoir la chance d'avoir une activité que j'aime, de passer des moments comme celui-ci avec toi là maintenant, d'avoir un toit, d'avoir une belle vue sur les montagnes enneigées en ce moment là où je suis en Suisse, voilà, d'avoir eu un bon repas à midi. Enfin, on pourrait même dire merci chaque matin en se réveillant que la vie nous offre une journée de plus parce qu'on sait qu'un jour, il n'y aura plus cette journée de plus. Rien que ça serait déjà suffisant pour être dans la gratitude, tu vois. Et vraiment, ce que je vois, c'est que ce n'est pas un truc mental. Si on peut vraiment ressentir cette chance qui est déjà là en nous, d'être en santé, je peux aller courir le matin, ben je suis en forme, j'ai de bonnes vues, etc., etc. Si on peut déjà ressentir ça, ça s'auto-alimente et c'est comme si encore plus qu'arrivait à nous, juste comme une conséquence de mon état d'esprit, de ma vibration. Alors si à l'inverse, et je l'ai fait très longtemps, on vibre du manque, moi c'était je suis passé ici, je suis passé ça, j'étais très dur avec moi-même, j'ai pas assez d'argent sur mon compte alors qu'il y avait pas mal d'argent sur mon compte, j'ai pas assez de ci, pas assez de ça. Quand on vibre le manque, on attire du manque et on attire les situations qui vont nous confirmer qu'on n'a encore pas assez. Donc ça part avant tout de l'intérieur et d'un état d'esprit avant que ça se manifeste à l'extérieur. Ok, je vois, je vois. Ouf, il y a beaucoup de travail. Tout à Et du coup, est-ce que parce que comme tu œuvres sur toute la francophonie, je pense que tu as dû voir des patterns en fonction des pays, peut-être entre la France, la Suisse, la Belgique, le Canada ou même l'Afrique francophone. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu as pu observer des différences au sein de la francophonie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tu penses que par rapport au monde anglo-saxon, alors j'ai bien sûr en tête le Canada anglophone, les États-Unis, aussi l'Angleterre, ou même des pays orientaux, donc qui sont arabophones, mais où on fait beaucoup de business en anglais, où il y a un rapport beaucoup plus, qui a l'air, je vais dire qui a l'air, beaucoup plus décomplexé vis-à-vis de l'argent par rapport à la francophonie. Alors, bon, je peux répondre que partiellement à ta question, dans le sens que c'est difficile. Quand tu n'animes pas des ateliers où tu vas directement au cœur des gens, de voir les personnes, c'est difficile de comparer. Donc, comme je le fais qu'en français, ça me limite forcément. Mais je dirais que si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis ils parlent de manière beaucoup plus décomplexée de l'argent, mais eux associent beaucoup argent égale réussite. Donc, autrement dit, ils sont en train de courir après l'argent, en courant après leur réussite, et c'est le même piège. Tant que je n'arrive pas à me voir comme une réussite pour qui je suis, je vais courir à Mhm. l'extérieur et c'est sans fin. C'est qu'on se compare toujours aux autres, il y a toujours un qui fait mieux, puis et on est malheureux, il a mis toute sa vie à force de courir après quelque chose. Et je peux dire, même en francophonie, hein, j'ai des entrepreneurs qui ont des gros succès, qui parfois sont connus, qui sont venus me voir, et qui peuvent être parfois profondément malheureux parce qu'ils se comparent toujours à ceux qui ont plus. Et malgré que le 99% des gens trouveraient incroyable d'avoir ça, ils adoreraient ça, ben, ils ne se rendent pas compte que pour ces gens-là, c'est encore pas suffisant. Tu vois, c'est encore de l'esprit de Mhm. manque, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on parle facilement d'argent qu'on est forcément détaché de l'argent, tu vois. Et encore une fois, Mhm. on revient à la même chose. Et au fond, ce qui est assez fascinant, c'est de voir parfois que dans des endroits où il y a peu de moyens financiers, les gens ont l'air plus souriants qu'ailleurs. Ils sont prêts à t'ouvrir leurs portes et à t'offrir leur seul poule qu'ils ont, je sais pas quoi, pour un repas, alors que nous, on garde frileusement notre argent. Donc, il y a des fois plus de peur chez ceux qui ont que chez ceux qui n'ont pas. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est pas juste une question matérielle. D'ailleurs, il a qu'à voir les pays les plus favorisés sont souvent les pays où les gens sont le plus malades, il y a le plus de suicides, etc. Donc ça montre bien que s'il n'y avait qu'une question de matériel pour être heureux, il y a longtemps que ça se saurait, et c'est pas ce qui sort, c'est pas ce que montrent les statistiques. Donc ça montre bien que ça part déjà d'un état intérieur, et le matériel, y compris l'argent, va renforcer cet état intérieur. J'ai la chance aujourd'hui Mhm. d'avoir passablement de succès, bien plus que j'aurais jamais imaginé, mais j'ai tellement de gratitude pour la vie que je mène, Mhm. et au-delà de l'argent, y compris l'argent, mais bien plus que l'argent, c'est plus la vie que je mène que le niveau de mon compte en banque, que, si tu veux, c'est ça qui me Mhm. rend heureux. Avant tout, c'est de contribuer à quelque chose de positif dans le monde qui me rend heureux, bien plus que le niveau de mon compte en banque. L'argent qui arrive à moi, c'est une conséquence
de ce que j'aime faire, de ce que j'aime amener au monde. Et si je le fais avec le cœur, si je le fais avec l'envie, si je le fais avec l'enthousiasme, je vois qu'il y a plein de choses qui arrivent à moi, y compris de l'argent, mais beaucoup plus que de l'argent. Mhm. Ok. Et est-ce qu'on peut être en capacité de recevoir tout en ayant la peur du manque? Je te pose la question puisque Oui, tu viens de parler d'entrepreneurs à oui, succès qui donc sont capables de, en tout cas, de oui. générer, mais en même temps ont cette peur du manque. C'est assez antinomique dans ma tête là. Et si tu veux, en fait, quand tu as peur de manquer, tant, tant que tu n'as pas conscience du piège qui est derrière, et comme j'étais dans ce fonctionnement-là pendant au moins 30 ans, ça je le connais bien, tant que tu n'as pas conscience là-dedans, tu crois que la solution, c'est avoir plus d'argent. Donc, tu continues de courir après l'argent. Et c'est vraiment important ce que je vais dire. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas de problème d'argent, dans le sens que je n'ai jamais manqué d'argent, mais j'avais des problèmes avec l'argent. Tu vois la différence? Je me racontais des histoires que je n'avais pas assez d'argent, mais en réalité, d'argent, je n'ai jamais manqué. Mais Mhm. l'histoire que je me racontais générait de la peur de manquer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comme les personnes, tant qu'elles ne se rendent pas compte que leur problème, il est à l'intérieur d'elles et il n'est pas à l'extérieur au niveau financier, eh ben, ils vont faire comme moi, ils vont continuer de courir après l'argent, d'en vouloir plus pour de mauvaises raisons. Et c'est là que on a besoin d'un déclencheur, d'un coup d'un truc qui se dit non, mais à un moment donné, il y a des personnes qui se disent non, mais c'est pas possible. Comment je peux être préoccupé avec de l'argent alors que j'en ai largement plus que la moyenne? D'un coup, il y a comme des fois une sorte de prise de conscience, une révélation, et qui se disent mais c'est pas possible, là il y a un problème, je dois m'en occuper. Mais à un moment donné, ça demande d'être vu, ça demande du courage, parce que ça demande du courage. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une grosse peur en nous et qu'il s'agira d'aller la voir, cette peur-là. La plupart des personnes n'ont pas Mhm. envie d'aller rencontrer Mhm. cette peur-là. On préfère la fuir, l'éviter, que d'aller la voir. Et quand on va la voir, c'est le début de la guérison, de la transformation. Ok, ok. Et est-ce que pour toi, guérir, pacifier son rapport à l'argent, c'est plus un chemin individuel ou c'est quelque chose de collectif? Pour moi, c'est clairement un chemin individuel au départ. Ok. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses collectivement qui pourront se mettre en place, qui fait que ça peut favoriser ce travail-là, mais au départ, c'est Mhm. individuel. Et voilà, donc on n'y échappe pas parce que si tu veux, in fine, et c'est ça que je trouve très beau dans ce travail, c'est que le meilleur moyen d'avoir une relation à l'argent tranquille et sereine, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer, du verbe aimer. Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que celui-ci. Donc c'est pour ça, quelque part, Mhm. moi, ce que je propose, c'est un travail d'amour de soi. J'aime pas le mot travail avec amour de soi, c'est comme ça, les pas ensemble. Mais enfin, apprendre à Mhm. mieux s'aimer, à mieux et plus s'aimer, c'est le chemin de guérison. Mais simplement, l'incidence que ça aura, il est largement au-delà d'une question d'argent. Si j'apprends à plus et mieux m'aimer, ça veut dire que je serai plus doux et bienveillant envers moi-même, je serai moins jugeant. Et si je le suis avec moi-même, je le serai inévitablement avec les autres aussi. Et puis je vais développer autre chose qui est tellement précieux que j'appelle la confiance en la vie, la confiance en plus grand que moi. On peut y mettre une Mhm. religion ou pas, ça n'a aucune importance, mais c'est une confiance que la vie m'amènera du soutien, les bonnes personnes, etc., ou m'amène les bonnes personnes sur mon chemin de vie en fonction de ce que j'aspire, etc. Donc, si tu veux, ce chemin intérieur, c'est un chemin intérieur qui fait que ma vie à l'extérieur va être franchement différente. Ok, ok, ok. Donc c'est vraiment en fait, en gros, on passe de l'argent ou à l'amour. L'argent n'est qu'un prétexte pour parler d'amour en fait, tout simplement, et parler d'amour de soi, pour prendre soin de soi, pour être dans le care et mettre un peu plus de douceur dans nos vies, qui sont parfois à 100 à l'heure. Ok, c'est intéressant comme chemin, je le trouve très beau. Très sain aussi. Et toi, comment tu as pris la tangente en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute l'expertise que tu as pu développer, avec l'expérience aussi, grâce aux gens que tu as pu accompagner, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a quand même quelques peurs qui restent, qui reviennent, qui flirtent avec toi de temps en temps, ou est-ce que l'amour est plus fort, justement? Alors non, c'est un chemin, pour moi c'est un chemin qui n'est jamais terminé, même si les changements sont un peu plus petits et plus subtils que le Et travail de dégrossissage que j'ai fait au début. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'en tant qu'entrepreneur, on a presque tous, à un moment donné, on a des plafonds de verre, autrement dit des limitations qu'on se met. C'est comme s'il y a un niveau de réussite
qui peut être financière, mais réussite en termes de reconnaissance qu'on reçoit, qu'on peut Mmh. accepter jusqu'à un certain niveau, mais on peut. L'autre jour, j'ai accompagné un dirigeant en Belgique qui me disait, c'est incroyable, j'ai tout pour bien faire, j'ai un produit incroyable, unique au monde, et pourtant, ça stagne, ça plafonne, et il voyait bien que il y a quelque chose qui bloquait chez lui. Effectivement, on allait voir ça, on allait voir qu'est-ce qu'il y avait qui bloquait. C'était assez clair et visible finalement. Je veux dire par là, c'est que on est tous, à mon avis, confrontés à ça à un moment donné. Moi, j'ai déjà cassé 2, 3 fois un plafond de verre, ce qui m'a permis d'avoir un autre niveau de succès. Mais je suis sûr qu'il y aura un autre niveau qui se présentera une fois ou l'autre. Parce Ouais. qu'on n'est pas toujours prêt à faire face à du succès, à de l'attention, à d'être visible, ou d'être connu, reconnu, enfin, etc. Voilà, ou juste de faire mieux que son père ou sa mère, ou que son frère ou sa sœur. Enfin, il y a plein de limites qu'on se Mmh. met soi-même. Et c'est pour ça que, Mmh. encore une fois, c'est un chemin continu, mais après, ce sont plus, je dirais, des petits détails. Donc, pour répondre à ta question, oui, des peurs, ça arrive qu'elles reviennent de temps en temps, mais simplement, comme je les vois toujours plus vite, je les traite plus vite, et puis les peurs, elles prennent jamais beaucoup de place, parce que très vite, je m'en occupe, puis je passe à autre chose. Alors qu'à l'époque, la peur Ouais. prenait toute la place. Donc, c'est vraiment un chemin, mais chaque pas qu'on fait sur ce chemin-là fait que c'est déjà un peu mieux qu'avant. Ouais, en gros, tu as quelques coups d'avance maintenant. Donc, Tu sais, je dis toujours, pour accompagner des personnes, ça ne demande pas d'être un champion du monde, ça demande juste d'avoir quelques pas d'avance sur ses clients, d'avoir fait un bout de chemin que eux n'ont mmh, pas fait. Et continuer de faire ce mmh, bout de chemin encore et encore. Alors, c'est vrai que si à l'époque, peut-être j'aurais pu accompagner des gens à monter des montagnes de 2 000, 3 000 mètres. Aujourd'hui, c'est tellement que je pourrais les accompagner à monter le Mont Blanc, parce que j'ai fait un peu plus de chemin. Je suis un guide un peu plus mmh, avancé qu'avant. Voilà, c'est un peu ça mmh. l'histoire, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Et ce que tu dis, c'est vrai, en fait, c'est les plafonds, en fait, c'est juste des paliers à passer à une étape et à chaque fois, par exemple, qu'on change de situation de vie, on peut découvrir, et moi je l'ai vécu en ayant été salarié ou en ayant été entrepreneur, mais c'est pas du tout, je pensais que j'avais une relation à l'argent très, très bien. Quand je suis passée dans l'entrepreneuriat, j'ai revu ma Hum. copie. Voilà, j'ai Mon épouse aussi, elle a la même chose. Elle a dit la même chose. Je croyais que j'étais tranquille, mais voilà, que j'ai gagné de l'argent par moi-même, grand stress que je n'avais pas avant. ouais, voilà. Mais c'est génial et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a une question parce que là, on parle beaucoup de relations à l'argent, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question qu'on ne t'a jamais posée, liée à cette thématique et qui pourrait, être pertinente, surtout dans le contexte actuel? Euh, En général, si on m'a jamais posé de question, c'est que je l'ai pas en tête, puisqu'on me l'a jamais posé. Mais si tu veux, euh, bah, souvent, si tu veux, je sais pas, je sais pas. Bah, si tu veux, des questions qu'on me pose pas souvent, mais c'est vrai que je trouve qu'est intéressante, c'est de se dire, est-ce que finalement, ces gens qui ont gagné tellement d'argent, qui Mmh. s'appellent Musk, qui s'appellent Trump, qui s'appellent, enfin, quels que soient les grands PDG de grandes Mmh. entreprises, hein, et quand je dis ça, je suis pas du tout en train de faire la politique, leur jeter la pierre dessus, c'est pas ça la question. La question, c'est de se dire souvent, c'est de dire, ces gens qui gagnent tellement d'argent, qu'ils soient sur des réseaux sociaux, qu'ils soient dans l'industrie, dans du pétrole, dans d'autres choses, c'est de dire, est-ce qu'ils ont une bonne relation à l'argent? Est-ce que finalement, c'est le signe qu'ils ont une bonne relation à l'argent? Et, Mmh. et alors, je n'ai pas de réponse définitive, puisque malheureusement, ils viennent pas vers moi, et je pense que ça serait bien qu'ils viennent vers moi Ouais, parfois. très bien. Euh, Par contre, je présume que non. Je présume que non. Alors, Mmh. je dirais, ils ont une grande capacité à attirer de l'argent à eux, ce qui est quand même une qualité. Après, évidemment, qu'il y a un autre point qui est important de mettre, c'est avec quelle éthique. Parce qu'on peut gagner Oui. de l'argent de manière très saine et tout, de vendre des produits qui servent le monde, comme on peut gagner de l'argent Mmh. avec des produits qui pourrissent le monde, tu vois. Donc, Ouais. c'est le même argent qu'on gagne, mais derrière, l'éthique n'est pas la même. Mais simplement, si tu veux, dès le moment où les gens veulent toujours plus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas apaisé à l'intérieur d'eux-mêmes, qui est encore agité à l'intérieur d'eux, et que même à Mmh. leur niveau, ils cherchent encore à se prouver ou à prouver quelque chose au monde. Donc c'est encore de l'ego, on a tous de l'ego, hein, soyons très clairs, qui se manifeste, mais c'est encore de l'ego qui veut quelque chose plutôt qu'un endroit apaisé. Et l'autre jour, quelqu'un me disait, ouais, mais tu vois, Musk, qui veut toujours plus d'argent et tout. Je dis, oh, je le connais pas personnellement, mais de ce que je vois,
Je suis pas si sûr que ça. Il a pris tellement de risques et deux, trois fois, il a failli tout perdre que moi, je crois au contraire que, si tu veux, plus les gens sont prêts à prendre des risques, plus ils sont prêts à gagner beaucoup d'argent. Si je suis prêt à prendre un petit Mmh. risque, je gagnerai un petit peu d'argent. Il n'y a pas de miracle, c'est juste la même chose qui est dans un sens et dans l'autre. Et je sais qu'une fois, il avait ses fusées, et ça, la dernière fusée, s'il échouait, il faisait faillite. La dernière fusée, ça a Mmh. marché, et le business a explosé derrière. Moi, je ne suis Mmh. pas en train de défendre ou juger, c'est pas ça la question. La question, c'est juste de se dire, il y a ceux effectivement qui veulent de l'argent pour de l'argent. Il y a ceux qui sont entrepreneurs dans l'âme et puis qui veulent créer des trucs nouveaux, qui soient bien ou pas pour l'humanité. Bon, moi, je peux donner mon avis, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, évidemment. Je suis un humain parmi Mmh. d'autres. Mais je veux dire par là, c'est que il peut y avoir tellement de mouvements intérieurs qui sont derrière ce qui se passe à l'extérieur, donc ça vaut la peine de s'intéresser un peu à ça. Mmh. Ouais, ça aurait été intéressant d'avoir leur profil. Hmm. Ouais, c'est vrai, pour comprendre, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense, en tout cas quand je regarde par exemple Trump, que s'il court pas après l'argent, c'est parce qu'en fait, j'ai pu regarder des interviews de lui où, et j'ai trouvé ça très drôle. Il disait, quand il a fait faillite une première fois, il avait dit on lui avait posé la question: «Qu'est-ce que ça vous fait d'être pauvre?» et il avait répondu: «Je ne suis pas pauvre, je suis un riche sans le sou». Et c'est pas du tout la même mentalité, en fait. C'est intéressant Ouais. de voir son état d'esprit et de se dire: «OK, il a su rebondir» et on lui a dit: «Beh, quand vous serez, millionnaire, milliardaire, qu'est-ce que vous ferez?» Il dit: «Bah, peut-être président, des États-Unis» et finalement, il est allé dans cette direction de: «OK, j'ai l'argent, maintenant je veux le pouvoir». C'est intéressant de comprendre cela, je trouve. Ouais, alors Oui. c'est un autre personne riche que Trump, mais qui avait aussi vécu une faillite et quand on a posé la question, il a dit, je ne suis pas pauvre, je suis fauché. C'est très différent. Parce que le pauvre est un Mmh. état d'esprit pour lui, et pour lui, cette personne elle se sentait toujours riche, même si Mmh. financièrement il était fauché. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui est important. Je me souviens d'un interview que j'ai lu, mais il y a des années en arrière de Trump, qui disait, au moment où on fait faillite, et des fois, ça serait bien de faire faillite de temps en temps parce qu'on voit qu'ils sont nos vrais amis et qui sont ceux C'est qui vrai. s'intéressent à nous seulement quand on réussit. Parce que c'est quand Mmh. même bien de pouvoir compter sur des vrais amis et pas compter sur ceux qui sont juste là pour nos sous également. Alors, on parle de Trump, ça pourrait être n'importe qui d'autre, évidemment. C'est toute personnalité qui est connue dans le showbiz, dans le sport ou dans n'importe, c'est la même chose. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Du coup, Christian, là, on va, sur la fin, du podcast, qui est très bien. Je pense que je pourrais continuer à parler encore pendant des heures. Mais je me disais, si on devait résumer, c'est quoi une relation saine à l'argent, du coup? Oui, une relation saine à l'argent, c'est une forme de tranquillité d'esprit par rapport aux questions d'argent. C'est une grande confiance que l'argent arrivera à moi d'une manière ou d'une autre, y compris de manière surprenante quand ça sera nécessaire. Et plus je suis aligné, plus l'argent arrivera à moi. J'ai des tonnes Mmh. d'exemples de gens pour qui l'argent arrivait de manière absolument surprenante et invraisemblable. Et c'est ça, cette Mmh. fameuse confiance en la vie, si tu veux. Et donc, c'est ce juste détachement, si tu veux, de dire l'argent est important quand j'ai besoin d'argent. Si je dois faire des courses alimentaires, l'argent est important. Et il y a plein de moments, comme maintenant avec toi, l'argent n'a aucune importance. Et si tu veux, le reste de ma journée, l'argent a zéro importance. Donc simplement, savoir que ma machine à café est importante uniquement quand j'ai envie de me tirer un café. Le reste du temps, elle n'a aucune importance, ma machine à café. Et l'argent, c'est la même chose. Il est important juste quand je dois utiliser de l'argent. Le reste du temps, il n'a aucun intérêt. Et si tu veux, dès qu'on arrive à faire cette distinction-là, plutôt que d'être préoccupé 24 heures sur 24 sur les questions d'argent, ça change sa vie parce qu'on a quelque chose qui est plus, ouais, encore une fois, tranquille. Je crois que la tranquillité intérieure, elle est vraiment essentielle pour poser des actions à partir du bon endroit. Et c'est vraiment à ça que nous sommes appelés, Mmh. je pense. Surtout dans une période comme maintenant. Oui, c'est vrai. Et quel serait le premier petit pas que n'importe qui pourrait faire? Déjà de s'intéresser à son rapport à l'argent, de commencer à noter un peu ses comportements, à les observer. Ça commence toujours par l'observation. Prenez un carnet, notez un peu, gardez vos pensées, etc. C'est des pensées de manque, d'abondance, comment vous comportez. On a affaire à l'argent de tellement de manières différentes. Moi, le premier pas, c'est vraiment d'être le plus précis possible dans ses observations sur ses comportements. OK, OK, OK. J'ai une dernière question qui pourrait te surprendre. Un monde sans argent, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable?
Alors, possible, ça l'est, oui, parce que finalement, l'argent est juste une invention qui facilite les transactions. Donc, si on enlève Mhm. l'argent, on va fonctionner avec du troc, c'est possible, ça va nous compliquer la vie dans un premier temps. Après, ce qui est certain, c'est qu'on va beaucoup moins consommer, acheter et autres, parce que ça va trop nous compliquer la vie, tu vois. Mon assureur, mon garagiste, mon café au bistrot, au café du coin, si je dois commencer à tout troquer, ça va devenir compliqué. Donc, oui, on peut faire. Est-ce que c'est souhaitable? Moi, je dirais que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le fait que nous donnons tellement de pouvoir à l'argent, qui est juste une partie de notre propre pouvoir que nous avons délaissé à l'extérieur, fait que pour pouvoir se passer de l'argent, il s'agirait de se reconnecter à ce morceau de pouvoir que nous avons laissé à l'extérieur sur l'argent et sur d'autres choses, mais en prenant l'exemple de l'argent. Et une fois qu'on aura un regard totalement neutre vis-à-vis de l'argent, vraiment neutre et tranquille vis-à-vis de l'argent, on pourra s'en passer, mais ça sera même plus une question. Parce que ceux qui veulent s'en passer aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais le jour où on sera juste dit, ben Mhm. oui, comme la machine à café elle sert à ça, l'argent il sert à ça, et alors, il y aura même plus la Mhm. question, on se dira, ben oui, c'est bien comme invention, mais voilà, on arrêtera Mhm. de coller sur l'argent des choses que l'argent n'est pas. Ok, d'accord. Je tenais à cette question puisque c'est vrai que bon, le podcast s'appelle pas Coquillage or et argent pour rien. C'est lié à l'histoire de la monnaie. Oui, Et c'est un clin d'œil au fait qu'on a commencé par des coquillages. Il y a eu aussi le oui. sel, le café ou les graines de cacao aussi, avant d'aller sur des métaux, puis maintenant des écritures numériques, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, un jour, on a décidé, ben, avec ça, on va échanger, toi et moi. Et je me dis, ben, quelle pourrait être la nouvelle monnaie, du coup, si ben, on arrête de fonctionner comme maintenant. Voilà, Ben, déjà, utilisons notre argent avec amour et on verra que ça va changer la société déjà. Voilà, ce sera pour commencer par là. c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Christian. C'était super intéressant. Ben, je retiens surtout la dernière fois, c'est de traiter l'argent avec amour. Mhm. C'est hyper important. Et il nous traitera bien également. Ouais. Donc, merci pour cet échange. Merci pour ta présence. Merci Renaud, ton Et puis, invitation aussi. Merci. à très bientôt. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.